François Bayrou, le président du MoDem et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Déborah Claude sera là tout à l'heure pour évoquer la marche déjà engagée vers 2017. Je ne parle pas de la vôtre, enfin je vous laisserai répondre tout à l'heure. Et puis Perrine Arnault évoquera dans la dernière partie de l'émission votre combat contre la réforme du collège et vous voilà rejoint aujourd'hui par l'Académie française unanime. Mais on rend d'abord hommage, si vous voulez bien, François Bayrou, à un Béarnais, mieux même, à un Palois, Tony Estanguet, qui est le champion de canoë bien connu et qui porte la candidature de Paris au JO de 2024. Et bien sûr, vous le suivez. Ah, je le suis, c'est un ami, c'est un de mes proches, et c'est quelqu'un qui joue dans la vie de Pau un rôle très important, et dans la vie sportive française et internationale, un rôle très important. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous partagez son engagement pour la candidature pour lui, de Paris. pour son frère, et donc, oui, s'il juge que c'est jouable, Ça, c'est vous, Claude Desroses. alors je suis... c'est eux qui ont étudié le dossier. J'ai des souvenirs de déconvenus. Je ne suis pas le seul à avoir vécu avec un peu de tristesse ce qui s'est passé lors de candidatures précédentes. Et j'ajoute qu'il est possible que... enfin, je voudrais que ce soit toute la France qui se trouve concernée et pas seulement l'agglomération bien sûr. Mais parisienne. Pau a peut-être des atouts à faire valoir pour les épreuves de canoë. Pau, en particulier, nous avons à Pau, comme vous savez, comme vous le rappelez, un des plus beaux stades du monde en matière d'eau vive, en kayak et en canoë, et je trouve que ça serait plus heureux que ce soit toute la France et pas seulement l'agglomération parisienne qui soit votre ville concernée. Alors, je vous pose la question, François Bayrou, êtes-vous candidat à 2024 ? En tout cas, je suis candidat, comme tous les Palois, à faire que le stade d'eau vive que nous avons bâti et construit, et qui est une réussite exceptionnelle, on va avoir, comme vous savez, la Coupe du Monde en 2016 et le Championnat du Monde en 2017, donc c'est un des sites phares mondiaux, puisse en effet être utilisé dans le cadre de ces Jeux. Très bien. Dans l'actualité, bien sûr, il y a la perspective d'un accord enfin avec la Grèce. Est-ce que vous avez d'ores et déjà envie de pousser un ouf de soulagement ? Je verrai quand on sera au bout de cet accord. Si vous voulez, ce qui est à peu près certain et juste, c'est que l'Europe ne pouvait pas s'accommoder sans rien dire d'une fracture, d'un éclatement, d'un accident qui aurait eu des conséquences négatives sur l'ensemble de l'Union et de l'euro. Alors, je reprends cette phrase parce qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disaient « écoutez, laissez sortir les Grecs et puis il ne se passera rien ». C'est une thèse qu'on a entendue, défendue par des esprits, quelquefois des esprits tout à fait respectables. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, absolument, parmi d'autres. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été évident. Parce que dès l'instant que vous laissez une fracture s'établir, et dès l'instant que vous laissez un pays de la zone euro faire défaut, c'est-à-dire ne pas payer, ne pas remplir ses engagements et ne pas payer ses dettes, à l'instant même, la totalité de la zone euro n'apparaît plus comme une zone de sûreté et de sécurité financière. Et quand vous n'êtes plus une zone de sécurité financière, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, les taux d'intérêt montent. Donc on a raison d'être solidaire à tout prix avec la Grèce. On a raison d'éviter autant que faire se peut l'accident et la rupture. Après, est-ce que ce sera durable étant donné la situation actuelle de la Grèce, qui n'est pas d'ailleurs uniquement de la responsabilité de ce gouvernement, qui est aussi aussi et surtout de la responsabilité des gouvernements précédents. Est-ce qu'on peut être rassuré complètement? Je ne me rangerai pas dans le camp de ceux qui sont rassurés. Est-ce que vous espérez secrètement finalement que la gauche radicale se divise sur le plan qui a été proposé, qui est prêt d'être accepté, non, et qu'une alternance puisse ramener peut-être les Grecs à de meilleures considérations? Je n'espère rien secrètement. J'ai une conviction depuis longtemps que j'ai exprimée, y compris sur tous les plateaux, qui est que les promesses qu'avaient faites Syriza et Tsipras n'étaient pas compatibles avec la nécessité à laquelle la Grèce doit faire face.
l'obligation à laquelle la Grèce doit faire face. Pourquoi? Parce que ce que je Donc dis, il y a une contradiction majeure, ça ne pourra pas durer. ce que je dis pour la Grèce est vrai pour la France. Lorsque vous êtes un pays qui doit emprunter pour vivre tous les jours, emprunter pour son train de vie quotidien, pour payer les salaires des fonctionnaires, les retraites, quand vous devez emprunter, vous ne pouvez pas aller voir les personnes, les banques auprès de qui vous empruntez, ou les États auprès de qui vous empruntez, ou la Banque Centrale Européenne, selon ce qu'on voudra, vous ne pouvez pas aller les voir en disant « je ne vous rembourserai pas ». Parce que dès l'instant où vous dites « je ne vous rembourserai pas », à cette minute précise, évidemment, les taux d'intérêt explosent. Parce que vous n'allez pas prêter, vous, à votre voisin, 1000 € si votre voisin vous dit « je te préviens, je vais te les emprunter, mais je ne te les rendrai pas ». Et donc, vous voyez, c'est toute la limite des promesses. Très souvent, on entend cette question, mais alors, la démocratie n'a plus son poids, la démocratie n'a plus sa liberté, les peuples ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent. Non, les peuples ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent lorsqu'ils sont obligés d'emprunter. Alors quand vous regardez ce qui s'est passé ces dernières heures, François Hollande s'est montré plutôt conciliant, plein de compréhension pour la Grèce. Angela Merkel, il faut dire que l'Allemagne est le principal créancier de la Grèce, a été plus intraitable. Que pensez-vous de cette répartition des rôles, s'il y a eu répartition, et de l'action du chef de l'État français? Il est un fait que vous dites l'Allemagne est le principal, mais la vérité est que la France est engagée pour la Grèce à entre 60 et 65 milliards, ce qui veut dire 1000 € par Français. Quand vous êtes une famille de 5 personnes, c'est pour 5000 € que vous êtes engagé en Grèce. Et donc, je soutiens et je comprends la nécessité de ne pas arriver à l'accident, mais je dis aussi que les gouvernements français sont responsables de dizaines de milliards de dettes qui sont engagées en Grèce. Est-ce que cette si longue négociation ne montre pas toutes les fragilités de l'Europe? Franchement, François Bayrou, il faut des années, puisque vous dites effectivement que la crise a commencé bien avant l'alternance à Athènes, pour arriver à ce genre de compromis toujours hasardeux. Et on n'est sûr de rien, vous le soulignez d'ailleurs. Oui. Les faiblesses de l'Europe. Bon, les faiblesses de chaque pays. Parce que dire les faiblesses de l'Europe, c'est laisser croire ou laisser entendre ou accréditer l'idée que c'est de l'Europe que vient la crise de la Grèce. C'est pas vrai, la crise de la Grèce, elle vient de Grèce. Oui, d'accord, mais les décisions sont tellement difficiles à prendre. Non, c'est à Athènes que les décisions ont été prises. C'est à Athènes que le trucage a été organisé. Alors peut-être l'Europe a un peu fermé les yeux. Oui. Hein, mais c'est à Athènes, parmi les dirigeants grecs, et les deux gouvernements successifs de droite et de gauche qui se sont succédés à Athènes, c'est eux qui ont décidé de truquer les chiffres. C'est eux qui ont décidé d'exposer leur pays. Bon, maintenant qu'ils sont dans l'Europe, ils ont toute leur place. On ne peut pas les chasser, vous l'avez dit. En tout cas, les engagements sont tels et la solidarité est telle, ou plus exactement l'étroitesse des liens nous engage tous. D'accord. Alors, je ne vous ai pas dit que j'étais optimiste pour l'avenir de la situation grecque. Hein. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Je dis que si on peut éviter l'accident, bien sûr, c'est mieux. Alors, l'Europe semble hésitante également face au drame des migrants en Méditerranée. Là où on nous annonce l'envoi d'une armada à ses conséquences là, dans les semaines et les mois qui viennent, mais simplement pour observer ce qui se passe. Est-ce vraiment utile? Est-ce que vous attendez, vous, une action plus ferme, par exemple, contre les passeurs? Je suis pour qu'on organise la sécurité des côtes et pour qu'on ne laisse pas passer n'importe quelle embarcation chargée de pauvres gens qui ont payé des milliers de dollars chacun pour aller vers le rêve, l'Eldorado européen. Donc une véritable action militaire. Compte seront victimes. Et je suis pour qu'il y ait une action militaire. Encore faut-il répondre à la question à laquelle pour l'instant on n'a pas proposé de réponse et qui est: que fait-on des migrants qui sont sur les bateaux
Et donc, on arraisonne sur nos côtes. les embarcations. Alors, Jean-Pierre Raffarin est à votre place. Pour l'instant, on les ramène sur nos côtes. Et moi, je défends l'idée qu'il va falloir nouer des accords ou imposer des accords avec les pays d'origine pour ramener les migrants, peut-être pour organiser dans des régions d'où ils viennent, une sécurité, un ordre. Je pense à la Libye, je pense qu'on ne peut pas laisser le désordre qui existe en Libye. De l'autre côté de la Méditerranée. Jean-Pierre Raffarin était à votre place la semaine dernière, François Bayrou, et lui, il préconise l'installation dans les villages désertés en France, de 2 ou 3 familles, par exemple. Que pensez-vous, François Bayrou, de cette proposition de l'ancien Premier ministre? Alors, c'est très rare que je sois en désaccord avec Jean-Pierre Raffarin, parce qu'habituellement, on a, en raison de l'histoire, on a des réflexes qui sont assez proches, mais toute idée qui consiste à laisser penser que les campagnes françaises, après les villes françaises, vont être, comment dirais-je, organisées pour que s'installent des groupes de migrants, et pire encore, serait repeupler, l'expression entre nous, si vous y réfléchissez, est horrible, parce que vous voyez ce qu'elle implique. Je suis en désaccord avec ça. Alors, je considère que nous avons tous une responsabilité, qu'on ne peut pas laisser l'Italie toute seule, et la Grèce, parce que la Grèce aussi est victime de vagues de migrants. On ne peut pas laisser l'Italie et la Grèce seules face à cette responsabilité d'avoir à affronter des déplacements de population, simplement parce qu'elles sont aux premières loges. C'est ça la vérité. Donc je pense qu'on a une responsabilité. Oui, je pense que lorsqu'il s'agit d'asile, mais l'asile par rapport aux vagues de migrants, c'est très très peu. L'asile politique, en raison, évidemment, l'essentiel des migrants, ce sont des migrations économiques. C'est de l'émigration, c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre chez eux. Mais on entend des voix en Europe et des responsables à la Commission dire justement il faut que l'Europe ouvre ses frontières, c'est une condition indispensable à sa croissance demain. Que répondez-vous à ça? Les gens qui disent ça ne comprennent pas comment les peuples vivent, quelles sont les émotions qu'ils ressentent. Et moi, j'ai une certitude, c'est que la question de l'immigration est une question, et de l'acceptation des migrations ou des migrants ou de l'asile, est une question d'équilibre de population. Lorsqu'il y a une part modérée de la population, lorsqu'il y a un équilibre, à ce moment-là, c'est bien accepté. Et si tout d'un coup vous avez des groupes très nombreux qui arrivent et des déséquilibres de population qui se créent, alors vous avez des rejets. Et la couleur de la peau ne fait rien à l'affaire. Alors, vous pouvez avoir des groupes qui sont ethniquement très proches, et puis tout d'un coup, vous vous sentez complètement agressé dans votre manière d'être, dans votre manière de vivre. Les peuples sont comme ça. Je vais prendre un exemple très étrange, sans doute. Les Mahorais à Mayotte et les Comoriens, c'est absolument les mêmes ethnies. C'est les mêmes origines familiales, c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes. Et lorsque des déplacements de Comoriens importants ont lieu, alors des scènes de racisme et des sentiments de racisme se développent au sein de la population mahoraise. Et vous voyez bien que ça n'est pas seulement une question d'ethnie, de couleur de peau, de religion, comme on le dit. C'est aussi un déséquilibre qui vient du nombre. Lorsque le nombre devient trop important, la réaction de rejet est immédiate. Alors, Déborah Claude de l'AFP va nous rejoindre maintenant. On va notamment évoquer l'entrée en campagne de François Hollande, vous l'avez observé. Alors, si on suit les élections municipales partielles, ce week-end, la droite progresse, mais le chef de l'État, lui, apparemment, ne cède pas un pouce de terrain. Paul Bouffard. Record battu, une douzaine de déplacements en seulement quelques jours. Une campagne qui ne dit pas son nom. Un président impopulaire, pourtant candidat. Alors pour revenir dans le jeu à 2 ans de la présidentielle, il faut battre le pavé.
C'est relativement classique, les présidents sortants qui sont un peu usés par le pouvoir et même beaucoup usés, comme l'est aujourd'hui François Hollande, tentent toujours dans les 2 ans qui précèdent le renouvellement du mandat, d'engager un véritable lifting de leur image politique, de s'adresser aux clientèles électorales dont ils savent très bien qu'elles se dérobent sous leurs pieds. Il est venu le temps de la redistribution. Après la rigueur, le président annonce plusieurs mesures. 9 millions de ménages français verront leurs impôts baisser, complémentaire santé pour les retraités, prélèvement à la source, des cadeaux préélectoraux avec un petit mot, revotez pour moi. C'est difficile dans la vie politique de ne pas voir dans chaque démarche une démarche électoraliste, parce que les femmes et les hommes politiques cherchent à la fois à faire partager un point de vue et en même temps cherchent aussi à trivialement se faire réélire. Démarche électoraliste ou pas, on ne sait plus trop. Dès le jour de l'élection du président de la République, on est déjà dans l'après, puisque les gens se tournent déjà qui sera le candidat ou la candidate, etc. Non, je ne crois pas du tout que François Hollande, le chef de l'État, soit dans cette direction. Une chose est sûre, François Hollande mise sur le rebond de la croissance. Il a vécu de l'intérieur la campagne perdue de Lionel Jospin en 2002. A-t-il retenu la leçon ? François Hollande a une stratégie qui est un peu commune avec celle de Lionel Jospin, mais ça ne lui avait pas servi à grand-chose, c'est de dire comptons sur les indicateurs économiques. Lionel Jospin avait cherché à surfer sur des indicateurs économiques qui étaient plutôt bons. François Hollande cherche à surfer sur des indicateurs économiques qui pourraient être bons, mais qui pour l'instant ne le sont pas du tout. En attendant l'inversion de la courbe du chômage, François Hollande distribue. Le coût de la pochette surprise présidentielle serait estimé à 5 milliards d'euros. Voilà, Déborah Claude est avec nous. Bonsoir Déborah. Vos questions à François Bayrou, donc sur un chef d'État en campagne apparemment. Il est en campagne, François Hollande. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Bon, il y a toujours un aspect électoral ou un mouvement pour essayer de faire remonter des sondages. Moi, ce que je crois, c'est que François Hollande, auprès des Français, a perdu son crédit. À jamais? Et je ne vois pas très bien de quelle manière il pourrait le retrouver. Il a perdu son crédit, non pas comme ça a été indiqué pour des raisons d'image et qu'il suffirait de faire un lifting de l'image pour... non, il a perdu son crédit pour des raisons de fond, parce qu'il n'a pas assuré la mission qui était la sienne de donner à la France un projet, une volonté de la fédérer et de la rassembler. Et c'est parce qu'il n'a pas assumé cette mission que les Français n'ont plus confiance en lui. Vous avez encore vu ce week-end, ce jour-ci, la dégringolade des sondages. Les fonctionnaires, c'est une mauvaise stratégie, ça va ne servir à rien. Et donc, en plus, les pochette surprise, l'expression a été utilisée. Mais c'est un leurre, c'est n'importe quoi. Dans un pays dont tout le monde sait qu'il n'arrive pas à réduire son déficit, prétendre qu'on aurait de l'argent pour, au contraire, faire des largesses, c'est une manière de prendre... C'est une manière de prendre les citoyens pour des gogos. Et je vous assure que l'humeur du pays n'est pas à se laisser gogotiser. C'est dangereux ce qu'il fait ou ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il promet François Hollande pour la paix du pays? C'est pas dangereux. Hélas, c'est tellement classique. C'est cousu de fil blanc, c'est cousu de grosses ficelles, c'est cousu de câbles de marine. Prétendre distribuer un argent qui n'existe pas, sans avoir réussi à rétablir les conditions dans lesquelles le pays peut créer de l'emploi, de la richesse, de l'attractivité, et reprendre ces ficelles qui sont des ficelles éculées. Pour moi, en tout cas, je ne vois pas ce que ça peut apporter de bon, y compris à lui-même. Vous parliez des sondages, alors pour vous, il n'est pas en capacité de se représenter en 2017. Comment vous voyez les choses? Il décidera. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est pas les sondages, c'est le sentiment profond que j'ai de ce qu'est la situation du pays et l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, je ne vois pas de quelle manière l'intérêt du pays peut se retrouver dans des recettes éculées comme celle-là.
dont le prélèvement à la source. Vous avez dit que vous l'aviez proposé il y a déjà des années. Oui, j'ai défendu l'idée du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est comme l'enfer. Vous savez, l'enfer est dans les détails. Et la manière dont c'est organisé, c'est pourquoi sagement, j'allais dire, ou prudemment, ou en tout cas réalistement, le gouvernement annonce l'impôt à la source, mais ne le fait pas. Annonce le prélèvement à la source, mais dit on le réalisera en 2018. C'était une promesse de campagne. Et si on le réalise en 2018, c'est après les élections. Et donc tout ceci, c'est de la fausse monnaie. Bon. Alors passons de l'autre côté de l'échiquier politique. Il y a eu des déclarations récemment de Nicolas Sarkozy sur les migrants, dont on parlait tout à l'heure. Une phrase choc, ouais. Une partie des hommes et femmes politiques sur des migrants qui sont comparés à une fuite d'eau. Est-ce que ces déclarations, ça vous encourage à soutenir et à aider Alain Juppé? Est-ce que ça vous renforce dans cette optique? Je n'ai jamais changé d'avis depuis une longue période sur ce qu'est encore, sur ce sujet, l'intérêt du pays. Mais peut-être il faut regarder attentivement pourquoi est-ce que ces phrases sont choquantes. Quelle est la raison qui a ému à ce point l'opinion? Oui, je vais vous dire pourquoi. Vous avez entendu les spectateurs qui étaient là, manifestement, ont ri. Oui, mais vous savez, hélas, une salle partisane, on peut l'entraîner à applaudir beaucoup de choses, même excessives, et à les faire rire de beaucoup de choses, même tristes. Parce que c'est l'ambiance des meetings, et c'est pourquoi l'aspect partisan des choses est évidemment extraordinairement dangereux. Alors pourquoi c'est choquant ? C'est choquant parce que ça parle de personnes humaines, de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes, comme de choses. Une fuite d'eau, un tuyau crevé. Et vous voyez bien que mettre sur le même plan et dans la même phrase des destins humains, et des destins humains qui sont souvent tragiques, et des choses domestiques comme une fuite d'eau sale qui se répand dans une maison, il y a là quelque chose qui est extraordinairement troublant. Et tout le monde le sent instinctivement. Et c'est pourquoi je trouve que les responsables politiques gagneraient à prendre les choses par le haut. Vous dites troublant, ça veut dire quoi? Vous pensez à un autre qualificatif? Non, je pense que c'est, hélas, infiniment blessant pour beaucoup de gens qui instinctivement sentent que si ces gens s'en vont, c'est pas pour le plaisir. Si ces gens fuient, si ces gens paient toute leur fortune et au-delà, tout ce qu'ils ont pu amasser et au-delà, pour aller mourir en mer, c'est pas parce qu'ils sont uniquement mal intentionnés. Non, c'est parce que la vie, les conditions de vie qui leur sont faites sont des conditions de vie terribles pour eux. Et donc, au moins, on ne peut pas en parler comme s'il s'agissait d'une fuite d'eau de vaisselle, vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls qui a dit hier que l'islam allait être un enjeu électoral, qu'il le regrettait? Il le regrettait, c'est ce qu'il a dit, mais que ça allait être un enjeu électoral. On en fait un enjeu, et je suis en désaccord profond avec cette manière de regarder les choses, mais je voudrais aller un peu plus loin. N'est-ce pas? La société française, spécialement parce qu'elle est en crise, mais aussi parce qu'elle est en butte à des crispations, à des mouvements, à des tremblements de terre, comme beaucoup de sociétés en Europe et dans le monde, cette société française, elle est fragile. Et il n'y a rien de plus simple que de faire flamber les détestations des uns contre les autres. Et de les faire flamber sur les questions de mode de vie et de religion, c'est encore plus facile que le reste. Vous savez que j'ai écrit des livres, plusieurs livres sur les guerres de religion, et c'est pour moi un sujet de réflexion depuis longtemps. Et Henri IV, qui a permis de sortir des guerres de religion, un point de repère dans l'histoire de la France. Cette question doit être mise de côté dans la perspective de la présidentielle, non. la place de l'islam? Elle ne sera pas mise de côté
parce que sera un enjeu. forcément, il y a des forces qui veulent le faire flamber. Et moi, je pense qu'il y a là un point extrêmement important de notre projet comme pays. Nous, France, il y a des gens qui prétendent qu'on peut opposer, dresser les uns contre les autres, et il y a des gens, et j'en serai, qui prétendront que l'avenir du pays, c'est au contraire que nous prenions enfin conscience que nous allons devoir vivre ensemble. Donc là, vous parlez d'Alain Juppé également. Que les petits garçons... Alain Juppé, toujours. Attendez, que les Contre petits, qui? Vous pouvez aussi nommer les adversaires dans ce cas-là, pour être encore plus clair. Laissez-moi parler du fond. Que les petits garçons et les petites filles qui sont sur les bancs de l'école, dont peut-être on parlera un peu plus tard, qu'ils vont devoir vivre ensemble. Que tous ceux qui prétendent qu'on pourrait faire partir ceux qui sont là, ont la nationalité française, ont grandi chez nous, sont nés là, et qui au fond paient des impôts aussi, qu'on pourrait les faire partir. On pourrait les chasser, on pourrait les jeter à la mer, comme on l'a dit. C'est parce qu'on leur demande. On parle d'intégration et maintenant même de notion d'assimilation. Laissez-moi finir. Ceux qui prétendent et défendent ces thèses, ceux-là non seulement nuisent à l'intérêt du pays, mais en plus ce sont des menteurs. Parce que, évidemment, ce n'est pas ce qui se produira. Alors qu'on cultive ou qu'on entre dans un mouvement de compréhension mutuelle, en expliquant, un, qu'on va devoir vivre ensemble, et deux, que pour vivre ensemble, il faut faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Et en particulier l'effort de ne pas blesser les uns ou les autres. Par exemple, il y a une phrase que je considère comme terriblement malheureuse, dangereuse et même pas très sensée, qui a dit qu'il fallait que les églises soient transformées en mosquées. Ça, c'est le recteur de la mosquée de Paris. Le président sortant, non, il l'a dit, Dalil Boubaker. Je pense que cette phrase, et M. Boubaker n'est pas en cause, c'est quelqu'un que je respecte. C'est lui qui l'a dit. Mais cette phrase-là est une phrase de nature à mettre le feu. Vous comprenez bien que quand vous êtes attaché à votre religion, à votre foi, ou même quand vous n'y êtes plus très attaché, mais que c'est votre pays, vous prenez le lieu le plus sacré, le plus consacré, et vous prétendez qu'on peut évidemment gommer tout cela dans un édifice dont tout le monde voit qu'il est un point de repère pour un village ou pour un quartier ou pour notre histoire. Mais c'est de nature à mettre le feu. Et tout ça, ça demande, toute cette situation exige qu'il y ait des responsables qui soient responsables. Des responsables qui soient prudents, avisés, qui aient un jugement équilibré et qui ne se lancent pas dans des improvisations dangereuses. Alors, en tout cas, vous réagissez beaucoup plus vivement que l'épiscopat, qui n'a pas réservé ce type de réaction à Dalil Boubaker. Eh bien, je suis absolument certain que je réagis pour servir la paix civile et l'entente dans le pays. À partir du moment où on alimente ce genre d'idée que, au fond, on peut remplacer ce que nous sommes par autre chose, à ce moment-là, vous faites flamber. Et je le dis comme quelqu'un qui est croyant, qui aime la laïcité, qui la défend, qui respecte les croyants. Et je n'ai pas rencontré, depuis que cette phrase a été prononcée, un seul musulman qui ne me dise « mais c'est pas ce qu'on veut ». Alors, le vivre ensemble entre partis politiques, puisque vous êtes en train de dire il faut bien s'entendre, est-ce que vous allez vivre avec les Républicains pour les régionales ? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, est-ce que vous allez en Rhône-Alpes, en Ile-de-France? Essayez d'expliquer votre formulation. Vous êtes très critique est-ce que vous trouverez sur Nicolas Sarkozy. Place dans votre alliance entre l'UDI et donc les Républicains? Sur le terrain, vous discutez. C'est déjà le cas sur le terrain. Vous voyez bien ce qu'il en est. Il y a des forces politiques étiquetées au centre qui pensent qu'elles sont dans une alliance obligatoire
avec... Vous parlez de l'UDI, là, pour être clair. Oui, je parle de l'UDI, Soyons clairs. en tout cas d'un certain nombre de responsables de l'UDI, parce que sur le terrain, c'est pas du tout ça. Hein. Sur le Alors, terrain, parlons du terrain. alors, sur le terrain, c'est pas du tout ça. Et donc, il y a des gens qui considèrent, dans les appareils, que on peut pas faire qu'il faut une alliance obligatoire. Mais en Rhône-Alpes, par exemple, vous, le MoDem, vous n'allez pas aller avec Laurent Wauquiez. Et Nicolas Sarkozy dit cette alliance ne se discute pas. Et à partir du moment où vous voulez être sur une liste avec nous, vous vous engagez pour l'avenir à nous soutenir et en particulier à participer à l'organisation de cette primaire. Voilà. Eh bien, ça n'est pas ma conception. Ma conception à moi, c'est que il y a deux forces politiques distinctes, pas un amalgame, deux forces politiques distinctes, que la nature du centre, s'il veut exister, est d'être indépendant, qu'il peut nouer des alliances, mais qu'il ne peut pas entrer dans une soumission. Et alors, en Rhône-Alpes, vous Dernière question. comprenez ce que je veux dire? Oui. Non, mais Oui, que, mais j'entends tout à fait ce que... pour moi, il y a incompatibilité entre l'idée d'indépendance d'un courant politique plein et entier et la soumission. Bien sûr. Alors, qu'on une exige. dernière question concernant la région Rhône-Alpes, parce qu'on s'interroge sur ce que vous voulez faire par rapport à Laurent Wauquiez. Eh bien, c'est très simple. Est-ce que vous voulez faire barrage? Nous avons investi et désigné une personnalité jeune, intéressante, attrayante, respectée, Qui ira, quoi qu'il qui arrive. s'appelle Patrick Mignola et qui est en train de réunir des équipes Pourquoi et d'élaborer vous voulez un faire projet. barrage à Laurent Wauquiez d'un mot? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez lui? Excusez-moi, est-ce que vous m'avez entendu utiliser cette expression? Non, mais alors, c'est vous. avez... C'est vous qui l'utilisez parce que vous essayez de me faire dire quelque chose. J'essaie de vous faire dire un mot sur Laurent Wauquiez. J'essaie Mais de vous auriez choisir. préféré la candidature de M. Barnier en Rhône-Alpes. J'aurais préféré de loin la candidature de Michel Barnier, qui avait l'expérience, l'enracinement et la capacité de représenter cette région, surtout de la représenter dans l'ensemble européen qui est le nôtre. Mais c'est Laurent Wauquiez le candidat, reste, alors pas lui, il n'est pas qualifié pour ce type de fonction. Et pour le reste, comme vous voyez, je résiste, résistez, assez très bien. bien aux mises en demeure. Très bien. Alors, Non, c'était pas une je vais mise en- vous dire, c'est très simple. Les habitants de la région ont droit à ce qu'on leur propose un choix, une proposition différente, une sensibilité différente pour l'avenir de la région Rhône-Alpes. Et c'est ce que Patrick Mignola est en train de faire. Très bien, on a compris. Voilà, merci Pas en Île-de-France. Déborah. Voilà. Pas en Ile-de-France. Mais Pas en en Île-de-France, Alors, on va c'est pas possible passer- aussi, puisque nous avons, comme vous savez, Faut s'arrêter. nous avons en Île-de-France des équipes et un courant politique qui est fort. Et Marielle de discute avec Sarnez Madame pour sa Pécresse. part et Yann Wirling pour la sienne, Ouais. ensemble, sont une équipe qui est de nature à porter ce projet. Alors de deux choses l'une, ou bien l'UMP voudra qu'il y ait une entente sur des bases dont on discutera, sur la liberté qu'on assumera. Et à ce moment-là, peut-être l'entente pourra se faire, parce qu'il n'y a pas de guerre avec Madame Pécresse. Ou bien elle ne le voudra pas, et dans ce cas, eh bien, nous D'accord. proposerons le choix aux habitants Allez, de la région. on va évoquer maintenant votre combat contre la réforme du collège, avec donc les renforts que je signalais au début de l'émission, l'Académie française, avant d'accueillir Perrine Tarnaud. Faustine Saint-Geniès fait le point sur votre combat, avec une pétition à la clé. C'est la dernière salve contre la réforme du collège, une déclaration de l'Académie française votée à l'unanimité qui dénonce l'affaiblissement des disciplines fondamentales. La grogne contre cette réforme est donc loin de s'essouffler. Les attaques fusent de toutes parts, de la tribune de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing dans Le Monde vendredi dernier, à la pique dimanche de l'ancienne ministre de la Culture, la socialiste Aurélie Filippetti. Il y a un grand débat qui est né de cette réforme du collège qui pose un certain nombre de questions sur, par exemple, les humanités classiques, comme on dit, le latin, le grec ou la suppression des classes bilingues. Je regrette que eh bien, finalement, il n'y ait pas eu un retour en arrière sur ces mesures que je trouve négatives. 3 anciens ministres de l'Éducation nationale, de gauche, de droite et du centre, Jean-Pierre Chevènement, Luc Ferry et François Bayrou, ont même co-signé cette pétition pour un collège de l'exigence. En 3 semaines, elle a récolté plus de 27 000 signatures. Objectif de cette fronde, revenir sur les 3 principaux axes de cette réforme de l'organisation du collège. La suppression des classes bilingues, la suppression des options latin et grec telles qu'elles existent actuellement, l'apprentissage d'une 2e langue dès la 5e.
Une pétition balayée d'un revers de main par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Ils ont déjà dit leur hostilité et leur opposition. Il n'y a rien de bien surprenant ou de bien nouveau. Nous, ce qui nous importe en effet aujourd'hui, c'est de continuer, de faire en sorte qu'à la rentrée 2016, le collège soit véritablement rénové pour faire réussir davantage d'élèves. Et donc pour cela, nous accompagnons et nous formons les équipes éducatives pour faire en sorte que tout le monde soit prêt en temps utile. Pour la ministre, le calendrier est donc déjà tout tracé concernant la réforme de l'organisation du collège. Le décret d'application a été publié le 19 mai dernier. Elle s'appliquera dès la rentrée scolaire 2016. La réforme des programmes, elle, n'est pas encore tranchée. L'opposition dénonce un passage en force. Aujourd'hui, Mme Najat Vallaud-Belkacem demeure complètement sourde à tout ce qu'on peut lui dire. Complètement sourde. C'est terrible. Je pense que l'école de la République, ça doit être l'école de tous et elle devrait écouter le Parlement. Il est clair que l'engagement que nous prenons, ce sera, si jamais, si par malheur cette réforme était mise en œuvre en 2016, eh bien, nous reviendrons sur cette réforme, évidemment. La réforme du collège s'annonce donc comme l'un des thèmes de campagne de la prochaine présidentielle. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine, vos questions sur ce sujet âprement débattu, donc à François Bayrou. Bonsoir Michel, bonsoir François Bayrou. Est-ce que vous prenez vous aussi l'engagement, si la droite ou le centre arrive au pouvoir en 2017, de revenir sur cette réforme du collège? Vous voyez exactement ce que nous étions en train de dire à propos d'autres sujets. C'est exactement le phénomène. C'est-à-dire que, au lieu d'écouter, de comprendre, d'entendre et de rassembler, on passe en force. Et comme on pense en force, évidemment, ça va devenir un sujet électoral. Ça va devenir un sujet de la campagne. C'est l'attitude de la évidemment, sujet qui vous fait dire ça? Elle est assez inflexible, elle dit... Non, c'est en général. Bien neuf, cette pétition. C'est l'attitude du gouvernement en général, et donc du président de la République. Parce que derrière le gouvernement, tout ça, évidemment, n'a pas pu se faire sans que François Hollande donne son blanc-seing. Alors peut-être il n'a pas lu ou pas fait attention, mais il devrait, j'ai déjà dit cela à un micro, si François Hollande m'entend, qu'il demande à quelqu'un de son équipe d'aller lire sur la pétition que nous avons signalée pour un collège de l'exigence.fr, qu'il aille lire les commentaires. Il y a des milliers de commentaires. Et ce sont des commentaires de gens qui, engagés dans l'enseignement, sont plus généralement de gauche qu'ils ne sont du centre ou de droite. Et leur indignation, le sentiment d'être méprisé, parce que derrière tout ça, au début, ou en tout cas pendant longtemps, le gouvernement a dit... C'est un collège de l'exigence. Vous dites c'est une pétition pour un collège de l'exigence. La réforme de la ministre, c'est quoi? C'est un nivellement par le bas de ce collège-là? C'est le choix d'empêcher les parcours différents. Le collège que nous avions bâti, j'ai moi-même été, comme vous savez, à l'origine de textes de cet ordre. C'est moi qui, ministre de l'Éducation, ai remis le latin en 5e et le grec en 3e, qui ai créé des options ou des cheminements particuliers pour les langues vivantes, qui ai mis des études au collège, etc., qui ai créé les stages pour entreprise, les stages en entreprise en 3e. Vous les recevez chaque année, plusieurs. Ils y sont là en ce moment. Et donc c'est moi qui les ai créés. Pourquoi? C'était l'idée que, bien sûr, on est dans le même établissement. C'est ce qu'on appelle le collège unique. Autrefois, il y avait plusieurs collèges. Le collège unique, ça c'est justifié. Mais que nous n'allons pas pour autant vers le collège uniforme. Nous allons vers un collège qui peut être différencié en fonction des goûts, des attentes et des aptitudes. Mais la ministre, elle ne dit pas autre chose. Elle dit que jusqu'à 16 ans, l'acquisition des savoirs doit se faire dans une situation d'égalité. Avec de l'autonomie supplémentaire. Exactement. Non, vous voyez que vous vous contredisez. La vérité des choses, c'est qu'en supprimant ces options-là, vous imposez un parcours uniforme. Vous n'avez plus la possibilité, quel que soit votre milieu d'origine, social, culturel, vous n'avez plus la possibilité de choisir des parcours qui vont vous conduire aussi loin que possible, aussi loin que si vous aviez eu la chance de naître dans un milieu culturellement favorisé. Ce qui veut dire que c'est socialement honteux, parce que ça veut dire que n'auront cette chance que ceux dont les parents auront les moyens de payer ou de l'enseignement privé ou des cours particuliers. Eh bien, ceci est une atteinte profonde au pacte qui est au cœur de l'éducation nationale. Donc vous allez poursuivre le combat
Oui, je vais poursuivre le combat. La Nous allons le pétition. poursuivre. Nous allons organiser des événements à la rentrée. Là, on laisse courir donc, l'été. Et puis, à partir courir de l'été, septembre... je ne suis pas sûr. C'est très important ce qu'on vient de voir dans le reportage. L'Académie française a pris position. A pris position. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a pris position... Ça peut être embarrassant aussi, un soutien de l'Académie française, parce qu'elle est aussi connue parfois pour ses positions conservatrices. Oui, mais on m'accuse quelquefois d'être conservateur. Je suis conservateur de tout ce qui marche bien. D'accord. Je suis même farouchement conservateur. Vous ne pouvez pas dire que l'école marche bien, elle est fondamentalement inégalitaire, vous l'avez rappelé d'ailleurs aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement... Excusez-moi. Ce à quoi on s'attaque, c'est ce qui fait que des enfants venus de milieux défavorisés peuvent avoir accès au meilleur, à ce qui amène le plus loin. C'est ça qu'on supprime. Et c'est la raison pour laquelle, de cela, je m'affirme, de cette possibilité, de cette liberté donnée à tous les enfants d'avoir des parcours exceptionnels, c'est de cela que je m'affirme défenseur. Et l'idée qu'on va mettre tout le monde au même pli pour empêcher... Il y a des textes que je pourrais citer pour empêcher ces enfants-là qui veulent avoir un parcours de découverte, de réussite différente, qui ont des aptitudes, des talents, de la curiosité, de l'attente, de la volonté de travailler, de leur faire un chemin. Ça, pour moi, c'est un point absolument central du projet de société que les uns portent et les autres combattent. Alors, il nous reste 3 minutes et j'ai évidemment plein d'autres questions à vous poser. Premièrement, François Bayrou, est-ce qu'il faut faire de la place en politique en limitant à 70 ans l'âge limite pour se présenter à une élection? J'ai jamais été partisan des limites d'âge. Excusez-moi de vous dire que dans l'histoire, vous essayez de réfléchir à De Gaulle, à Churchill, le président israélien Shimon Peres, et Dieu sait que ce n'est pas un homme politique de deuxième plan, vient de quitter le pouvoir à 90 ans. Le président de la République italienne, Giorgio... Il faudrait peut-être plutôt limiter dans le... Oui, j'y viens. Alors, Giorgio, mais je cite ce dernier exemple, Giorgio Napolitano, qui a permis à l'Italie d'échapper au chaos créé par Berlusconi. Cela, et c'était il y a quelques mois, Napolitano, il avait 90 ans. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il est stupide de limiter la liberté de choix d'un peuple lorsqu'il ressent le besoin. Il est assez grand pour dire celui-là, je n'en veux pas, et celui-là, oui. En revanche, je trouve justifié qu'on limite le nombre de mandats dans le temps. Parce que ce que je trouve juste, c'est qu'on oblige à se renouveler le monde des responsables politiques. J'ai occupé plusieurs fonctions en politique et j'ai toujours été, finalement, avec la réflexion et faisant le bilan, j'ai toujours pensé que c'était bien d'être obligé de changer de fonction à intervalles réguliers. Donc, disons, 3 mandats, c'est un maximum, et ça serait bien qu'on limite la répartition des mandats. Limiter l'âge à 75 ans, c'est ce qu'il avait proposé moi, en 96. Moi, vous pourrez rechercher toutes mes déclarations. Je n'ai jamais été favorable à ce sujet, à cette limitation. Je vous regardais tout à l'heure, vous regardiez la séance au Sénat en se disant il y en a marre de cette lenteur, c'est plus possible. Est-ce que pour 2017, les programmes à la présidentielle, ça va être une énorme réforme institutionnelle et notamment revenir sur cette procédure parlementaire dont on dit aujourd'hui qu'elle est trop lente? Je le souhaite. Je pense que la procédure parlementaire est totalement inadaptée à la réalité du pays. Je pense qu'une des questions, il y a des moments où on ne réfléchit plus, on radote. Et donc, je pense qu'une des raisons de la rupture entre les citoyens et les pouvoirs, c'est que les pouvoirs parlent et n'agissent jamais. Et je pense qu'il est indispensable qu'on puisse avoir une réactivité des institutions et une vérité des institutions. Quand vous pensez que la moitié du peuple français n'est pas représenté, en tout cas représenté dignement, convenablement dans les instances délibérantes, dans le Parlement, tout ceci est, me semble-t-il, une... Le MoDem est représenté au Sénat. Oui, le MoDem est représenté au Sénat, il est représenté à l'Assemblée, mais pas à la hauteur de ce qu'il représente dans le pays, vous comprenez. Il m'est arrivé à Marine Le Pen la même chose. Près de 20% à l'élection présidentielle, et au bout du compte, 2 députés sur 600. Vous voyez bien que ce n'est pas juste. Merci. Et donc il faut une loi électorale juste et un changement de la pratique politique qui permette de décider vite.
Encore un enjeu en pour parlera la 2017. prochaine Merci fois. Perrine, merci François Bayrou. La semaine prochaine, notre invité sera Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à tous, à très vite.